c'est quoi les découvertes de Kinsey? On va vous montrer des résultats scientifiques. Kinsey, ça va être la science au service du sexe. Il y a 2 découvertes essentielles. Il y a la découverte des tableaux et il y a ce qu'on va dire après. La découverte des tableaux, elle a écrit au successeur de Kinsey à la tête de l'Institut pour lui dire « Monsieur, je suis en train de lire le très intéressant rapport de votre maître. Kinsey, page tant, les travaux 33 et 34 nous disent que. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez obtenu ces orgasmes ?» Lettre morte. Non. Réponse. Par des manipulations orales et manuelles. Donc ils ont... Ils ont masturbé des gosses. Mais ils lui ont répondu quoi. Oui, il a répondu. Elle a la lettre. J'ai eu le facsimilé de la lettre. Il explique qu'il ne sait ce que c'est que les fameux orgasmes. Ce sont des convulsions, des évanouissements, des hurlements, des pleurs, des tentatives de fuite, Non, mais c'est incroyable. des enfants tétanisés. C'est-à-dire, Kinsey montre des enfants terrorisés et torturés, et il dit, regardez comme ils jouissent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de dingue? Bonjour, alors j'accueille aujourd'hui Marion Sigaud, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour tout le monde. Donc pour notre série d'émissions Protégeons les enfants, on t'accueille là pour un des sujets qu'on traite dans notre livre revue, qui est l'éducation à la sexualité pour les enfants. Et donc toi, tu vas nous parler, tu vas pouvoir nous parler d'une femme, un petit bout de femme, comme tu l'appelles affectueusement dans ton livre, dont on va parler aussi dans l'émission. Un petit bout de femme, menue par la taille, mais géante, moi je dis par l'âme, mais toi tu dis pour le reste. Elle est à mettre dans la catégorie des géants, de ceux qui ont vraiment contribué corps et âme jusqu'à leur dernier souffle à tenter de sauver l'humanité. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve ça vraiment, en fait, je suis vraiment heureuse que tu nous partages justement la vie et le combat de Judith Reisman aujourd'hui, parce que tu l'as bien connue. J'ai bien connu. Donc ça, c'est du coup précieux. Et tendrement aimé, hein. C'était une très belle amitié. Oui, et puis voilà, l'amour et l'amitié peuvent faire beaucoup de choses. Et là, on va le voir aujourd'hui. Et c'est un sujet qui est particulièrement abject, glauque et horrible. Et je trouve ça beau aussi de rendre honneur et hommage à une femme qui s'est battue. Et du coup, en fait, le bien revient au devant de la scène. Ouais. Et je trouve que c'est important quand on combat le mal ou qu'on le dénonce, de aussi avoir en évidence le bien et le courage d'être humain, dont Judith Reisman, qui peut inspirer tout à chacun. Ouais. Donc, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux nous parler de celle, pour reprendre tes mots dans ton livre, celle qui a mis à jour l'escroquerie, le crime contre l'humanité, que furent les travaux d'Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, donc pour ceux qui vont le découvrir lors de cette interview, qui fut le père de la révolution sexuelle et qui a donné lieu à l'éducation à la sexualité pour les enfants. Donc d'où l'importance pour notre sujet. Peux-tu nous parler qui est Judith Reisman et comment a démarré toute cette histoire? Alors Judith Reisman, aujourd'hui disparue, elle a disparu le 9 avril 2021, c'est ça, 2021. C'était, alors un petit bout de femme, elle était toute petite, toute menue, très jolie dame. C'était une enfant de l'Amérique, fille, alors native d'Amérique, fille de deux natifs d'Amérique, dont les grands-parents étaient venus de ce qu'on appelle le Yiddishland, c'est-à-dire la partie de la Pologne grandement habitée par des Juifs qui avaient été successivement sujets du tsar et sujet d'abord du Kaiser, sujet de l'Allemagne au moment du premier dépeçage de la Pologne, et ensuite sujet du tsar dans la suite. Donc vous avez une population juive. On appelle ça le Yiddishland parce que le Yiddish était leur langue, la langue qu'ils parlaient entre eux. Et ces Juifs sont partis en grand nombre vers l'Amérique. Les grands-parents de Judith, Yetta et Gershon, sont partis vers le 1894 de Varsovie. Ils ont transité par la France et par l'Angleterre, où ils ont fait ici et là un garçon et une fille, et ils ont débarqué aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Où ils se sont mis au travail. Ce sont des gens qui ont travaillé dur. C'était des gens qui avaient. Alors ils sont partis de Pologne avec l'idéal communiste chevillé au corps. C'était des gens qui, alors l'idéal communiste, j'ai un petit peu étudié ce que c'était que le Yiddishland. Soit on était soumis aux rabbins, soit on s'inventait un monde meilleur.
être communiste pour ces gens-là, c'était vraiment vouloir échapper à une certaine mainmise du rabbinat qui était particulièrement odieuse à beaucoup de populations. Donc ce sont des juifs, hein, certainement, mais des juifs plutôt culturels, pas des juifs pratiquants du tout. Et Judith m'a grandi, parce que je l'ai bien connue, donc elle m'a raconté ça, elle a grandi dans une famille où il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de... l'espoir qu'on mettait dans un monde meilleur, c'était dans l'espoir de la révolution, la prise du pouvoir des travailleurs, gna 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 gna, et tout ça. On suivait l'évolution du camarade Staline avec beaucoup de déférence, Staline. Alors, elle raconte ça après, parce qu'elle raconte ça par rapport à ce qu'ils ont su après de ce qu'était le stalinisme, évidemment. Je lui dis, mais à l'époque, quand j'étais petite, on ne savait pas, on ne connaissait pas les crimes du stalinisme. Donc, Staline, c'était l'espoir. Donc, c'était des gens qui étaient à la fois extrêmement prospères, extrêmement travailleurs, très, très travailleurs. Apparemment, c'est des gens qui savaient se lever tôt le matin et qui avaient un infini respect à la fois pour les travailleurs, mais également pour le travail. Donc, elle a appris ces valeurs-là, Judith. Et elle m'a raconté une enfance absolument dorée, dans une famille qui se réunissait plusieurs fois l'an dans des grandes tablées immenses où il y avait plein d'oncles, de tantes, de cousins, enfin il y en avait partout et ça chantait et ça dansait. C'était des gens qui étaient très très imprégnés de la beauté de la musique, de la beauté du chant. Elle a tout appris de cette famille qu'elle a vraiment adorée, qu'elle a chérie jusqu'à la mort. Elle m'a toujours dit beaucoup de bien de ses parents. J'ai fait un peu de recherche généalogique, hein, je les ai tous retrouvés sur les sites. Je vois à peu près, je connais les oncles, les tantes, voilà. Bon, c'est pas le sujet du livre, mais enfin je suis allée voir. Donc elle a eu une enfance, elle a eu une jeunesse très heureuse, très très heureuse. Elle a grandi comme une fleur. Elle a rencontré à 20 ans un beau monsieur qui s'appelait Arnold. Alors, ses parents s'appelaient Gelernter, ce qui est un mot allemand. Alors, oui, pourquoi est-ce que les juifs polonais ont des noms allemands? C'est parce que quand la Pologne est tombée sous l'escarcelle des Prussiens, le Kaiser a ordonné que tous ces gens-là qui s'appelaient Moshe, fils de machin, etc., ils prennent des patronymes comme tout le monde, quoi, hein, un nom de famille. C'est comme ça qu'on leur a donné un nom de famille allemand. Puis après, quand ils sont devenus russes, ben, ils ont gardé leur patronyme allemand. Donc Gelernter, ça veut dire, c'est éduqué. Donc Judith, elle était pas peu fière de dire que ses aïeux avaient été considérés comme suffisamment éduqués pour qu'on leur mette, au lieu qu'ils s'appellent Rosenblum, Rosenthal ou enfin des noms de fleurs ou des noms d'oiseaux, on lui a donné le nom d'éduqué. Donc elle en était très fière et je pense qu'il y avait de quoi. Et elle a épousé donc Arnold Reisman, qui était un beau monsieur universitaire et qui lui a fait 4 enfants. Enfin, le bonheur. Tout va bien, elle vit dans le bonheur. Le bonheur et la prospérité. Et elle avait, en plus, sur le plan personnel, elle avait une réussite personnelle totale. C'est-à-dire qu'elle a une très jolie voix, elle adorait chanter et elle adorait les enfants, pas seulement les siens. Comment cette femme a pu se retrouver embarquée? Ah, c'est ce que je vais raconter. Dans ce Donc, combat. elle avait comme métier, elle composait et chantait des chansons pour la télévision, pour des émissions pour enfants. Et alors, faire des chansons pour des émissions pour enfants, ça peut se faire à domicile. C'est-à-dire qu'elle pouvait mener de front sa vie familiale, sa vie conjugale, enfin sa vie de mère de famille, sa vie d'épouse, puisqu'elle était à la maison, donc elle pouvait s'occuper de son mari chéri, elle s'occupait de ses enfants chéris, et de gagner très bien sa vie, parce qu'elle touchait en plus de droits d'auteur comme elle composait. Et tout allait bien, tout allait bien. Et un jour, sa fille aînée s'est fait violer par le voisin du dessus. Elle a mis un moment à comprendre, elle a vu que sa fille dépérissait, elle ne comprenait évidemment pas pourquoi, parce qu'il n'y avait aucune raison extérieure visible, et en menant son enquête à la fois auprès de sa fille et auprès du voisinage, elle s'est rendue compte qu'un garnement de l'immeuble qui habitait au-dessus la violait régulièrement, en lui expliquant qu'elle faisait semblant de ne pas aimer ça, mais qu'elle finirait comme tout le monde par trouver ça bien, et que comment il le savait, parce qu'il l'avait lu dans Playboy. Qui lui a expliqué ça? Le gamin. Le violeur. Le violeur. Le violeur avait ces mots-là. Tu finiras par aimer ça, tout le monde finit par aimer ça. Et une enquête a montré que sa fille n'était pas la seule victime. Il avait également agressé son petit frère, hein, voilà, et d'autres gamins de l'immeuble.
Les parents de ce garçon ont déménagé quand ils ont senti que ça allait être Donc les parents du garçon n'ont pas agi. Ils ont agi. Ils ont pris la Il y avait un tangente, climat, ils ont pris l'avion, ils ont quitté le pays. Et tu dis que il lui a dit ça parce qu'il avait lu ça dans Playboy. Et alors lui, il avait compris en lisant Playboy que le sexe c'était bien, que tout le monde aimait ça, et que celui qui faisait semblant de ne pas aimer ça, il avait qu'à insister, puis que ça finirait par aimer. Et Judith Playboy, elle ne connaissait pas. Hein. Ça, alors, franchement, c'était pas son genre de littérature. Et ce gamin avait quel âge? 13. Très jeune, quoi. La Jenny avait 11 ans et le gamin en avait 13. Ouais, très très jeune. Et alors, mais c'est fou. Alors, c'est-à-dire, vous êtes maman d'enfants qui poussent comme des fleurs, et tout va bien, et brusquement, le ciel vous tombe sur la tête, et vous apprenez que les enfants sont victimes de sexe par d'autres enfants, mais c'est le monde qui s'écroule. C'est le monde qui s'écroule. En menant son enquête, elle a compris plusieurs choses. D'abord qu'il se disait aux quatre coins de l'Amérique que les enfants sont sexuels de la naissance. Elle n'avait jamais entendu ça avant. Et on lui disait de droite et de gauche, mais enfin ta fille elle a sûrement réclamé, puisque les enfants sont sexuels dès la naissance. Elle n'avait jamais entendu une histoire pareille, mais elle l'entendait de deux sources différentes qui lui ont mis la puce à l'oreille en disant qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et les deux sources différentes, c'était une vieille tante sur la côte ouest et puis une copine de classe sur la côte est. Deux femmes de deux générations différentes qui ne se sont jamais vues et qui ont 4000 km qui les séparent. Et elles disent la même chose. Là, elle a commencé vraiment à Donc elle a dit creuser, mais qu'est-ce qui se passe? Donc elle a mené son enquête. Elle a voulu voir ce que c'était que ce magazine Playboy dont ce garçon se réclamait. Le garçon, alors, elle avait appris que le père de ce garçon avait toute la collection complète de Playboy sur la table de nuit et que le gamin, il allait piocher là-dedans quand il voulait. Or, Playboy était quand même un magazine connu, enfin, moi, tel qu'on m'en a parlé, puis j'ai écrit le tout premier article journalistique que j'ai écrit, c'était sur une biographie de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy. Donc, je connais un peu. Oui, c'est comme ça. On m'a demandé un jour de faire ça, c'est mon premier article que j'ai fait. Et Hugh Hefner avait la réputation d'être un type extrêmement à la fois courageux refusant de marcher dans les sentiers battus. Quoi. Il disait, attendez, vous ne voulez pas que, mais... courageux. La réputation qu'il avait, quoi. Il avait, par exemple, il s'adressait à un public, y compris noir. On lui dit, mais enfin, vous allez perdre si vous ne voulez pas faire de la discrimination vis-à-vis des noirs, vous allez perdre des lecteurs. Il disait, je m'en fous. Je m'en fous. Je vends mes magazines et je fais mes reportages comme je veux. Et il avait la réputation d'être un type courageux de ce point de vue-là. Évidemment, quand on connaît l'histoire, il avait derrière lui Rockefeller et la CIA. Il risquait pas grand-chose. Enfin bon, je parle de la réputation qu'il avait. La réputation qu'il avait, c'était d'être un type qui voulait marcher hors des sentiers battus et qui voulait dire, bon bah le sexe, tout le monde, le sexe c'est bien le sexe. Pourquoi vous refusez le sexe? Et puis une belle fille, je ne vois pas pourquoi une belle fille se montrerait pas. Ce que Judith a découvert, c'est pas que c'est un magazine avec des belles filles, c'est un magazine avec des belles filles, au milieu desquelles des belles filles, des belles femmes, des belles filles, des belles petites filles, des belles toutes petites filles. Puis après, elle a découvert que subrepticement, c'est-à-dire en faisant mine de parler d'autre chose, le magazine Playboy faisait la promotion de la pédophilie, c'est-à-dire le sexe avec les enfants et le sexe des enfants. Il banalisait la pornographie, mais derrière aussi ça, vraiment la pédo. Et ça, c'est vraiment la découverte de Judith. Alors, elle ne s'est pas attaquée, elle n'a pas étudié que Playboy, elle a étudié également Penthouse et Hustler, qui étaient vraiment les trois grands magazines de ce qu'on appelle l'industrie du sexe. Moi, j'aurais dit, si on m'avait demandé de le définir comme... j'aurais pas fait comme elle, j'aurais dit l'érotisme soft. C'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui est encore visible, ce qui est encore montrable. Mais enfin, c'est de l'excitation, sexuelle dans le but l'éducation sexuelle, c'est pour exciter sexuellement, hein, bon, c'est clair. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une espèce de révolution des mentalités en cours qui était vraiment menée par ces magazines, qui consistait à désacraliser le sexe. Le sexe est devenu de plus en plus présenté comme une activité de loisir à laquelle tout le monde avait droit, et puis et au diable la morale, et au diable... Voilà, c'est ça en fait. Le sexe c'est bien, bon, il n'y a qu'à le faire avec tout le monde, comme on en a envie. Alors que l'Amérique de ces années-là, et c'est là qu'il faut situer le contexte, est extrêmement pudibonde, extrêmement pudibonde. L'idéal de l'Amérique, c'est le mariage vierge, la fidélité jusqu'au tombeau, le mariage unique. Même Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, était vierge jusqu'à 24 ou je ne sais plus quel âge. Il s'est marié vierge.
voilà, c'est ça. Il s'est marié vierge avec la première, Donc, la même première femme lui- donc il a connue, quoi. C'est Même ça. lui, qui est le fondateur quand même de Playboy, Ouais. en fait, il était quand même pudibond, puis il a été éduqué dans Ouais. cette atmosphère-là, mais qui était très culturelle. Enfin, c'est la culture Ouais, de c'est ça, l'époque. c'était la culture de l'époque. Mais alors, comment est-ce qu'elle a fait le pont entre Playboy et la pédocriminalité, en fait, qui était quand même mélangée en fait, Ouais, à tout ce discours-là de soft pornographie. Moi, je fais un mix français-anglais. Et Alfred Kinsey. De pornographie dite douce. Alors, elle a pas tout de suite compris de quoi il retournait, mais elle a compris que les images sexuellement explicites qu'on montrait de plus en plus au grand public, y compris aux jeunes, avaient un impact sur le cerveau des gens. Et elle a pu, à différentes reprises, se rendre compte que les images, pas uniquement les images de sexe, mais par exemple les images de violence ou les images de grande rapidité ou de couleurs très, très virulentes, abîmaient le cerveau des enfants. Une fois que sa vie était à ce point bouleversée, elle n'a pas pu continuer comme si elle n'avait pas compris, comme si ne s'était rien passé. Et elle a voulu suivre des études en communication pour étudier les médias. Elle a voulu étudier les médias, voir comment ça fonctionnait, comment ça avait pu tourner aussi mal. Et elle s'est inscrite à l'université et elle a passé un doctorat. Voilà. Donc, madame a 33 ans, tout va bien. 34 ans, le ciel lui tombe sur la tête. Et 43, elle est diplômée, elle est docteur en communication. Bam! Donc, je crois qu'elle a dû mettre moins de 10 ans quand même. Mais en fait, je ne sais pas. Mais en quelques années, elle est devenue docteur en communication. Et à ce titre, elle a été invitée à participer à un colloque au Pays de Galles qui parlait de l'amour et c'était l'amour, c'est pas la séduction, c'était un truc sur la séduction, sur l'attraction, sur la chose comme ça. Et elle était partie pour faire une intervention sur ce qu'elle avait découvert dans la presse, voilà. Donc elle est invitée en tant que, c'est un colloque universitaire de très haut niveau en Pays de Galles, et elle y va pour faire sa communication, et elle apprend dans le train qui l'emmène là-bas au Pays de Galles qu'un pédophile est attendu, un gars dont elle a déjà entendu parler, qui édite un guide pour trouver les gosses vulnérables. Comment vous êtes un pédophile, comment faites-vous pour trouver les gosses? Elle vous explique les sorties d'école, les machins, les stables, les trucs. Et qui est invité à ce Et il colloque, est invité à ce même colloque. Et il est dit, et ce livret était public, c'est quelque chose. Absolument, et édité. absolument, ouais, édité. Et le gars, il faisait partie des participants au colloque. Alors elle lit ça dans le train, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et elle apprend, en arrivant au colloque à Swansea, que tout le personnel d'entretien du colloque, c'est-à-dire en fait c'était dans une université, donc c'était les personnels qui étaient censés faire les lits, faire les chambres et puis faire à manger et servir, ils ont dit, si vous faites parler ce type-là, vous vous débrouillez sans nous. Il n'y aura ni lit fait, ni nourriture, vous vous débrouillez, vous allez vous acheter des sandwichs, on ne sera pas là. Bravo, alors j'hésite avec son instinct bien cultivé de communiste, fille de communiste, petite fille de communiste, elle dit vive les travailleurs et tout. Elle est la seule à ne pas avoir signé une pétition pour les obliger à reprendre le travail. Elle est la seule. C'est-à-dire que tous les Tous les universitaires... partis, ils ont tous pétitionné pour obliger les travailleurs à reprendre le travail pour que le gars puisse faire son Donc ils ont intervention. cautionné vraiment publiquement. Ils ont cautionné, ils ont soutenu un pédophile. Alors elle regardait ça comme ça. Où est-ce qu'on met? Ouais, d'où le choc, quoi. Qu'est-ce Nouveau que choc. c'est que ce monde? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Elle a fait son allocution pour raconter ce qu'elle avait trouvé dans Playboy, Hustler et Penthouse. Ça n'a pas dû les heurter. Rien. Pour eux, ça devait être... Mais pour eux, ça devait être rien du tout par rapport à... Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les travailleurs ont été victorieux et que le gars, finalement, n'a pas fait son intervention. Alors, elle a été contente, les autres, ils disaient la gueule, c'est inadmissible, la liberté d'expression, etc. Liberté d'expression des pédophiles, il faut y penser, la liberté des pédophiles, les droits du pédophile. Oubliez ça. Bon. Elle dit, mais dans quel monde je suis? En plus, comme elle avait bien étudié la presse en question, elle s'est rendue compte que parmi les universitaires présents qui a participé au colloque, elle avait retrouvé leur nom dans l'ours. Pour les gens qui ne savent pas, l'ours, c'est dans un magazine, c'est la totalité des collaborateurs. Donc, elle été là face à des universitaires qui, publiquement, l'amour et l'attraction, c'est ça, l'amour et l'attraction, venaient faire des grandes sorties sur l'amour et l'attraction, et
Et l'autre face de la facette, c'est qu'il cautionnait, il participait à des revues ouvertement pédophiles, quoi, faisant ouvertement la promotion de la pédophilie. Elle était quand même passablement secouée, et puis elle dit, mais dans quel monde on vit, quoi, C'était à quelle année, dans quelle année 77, à Swansea, dans le Pays de Galles. Et alors en quittant le colloque, donc elle a fait son allocution. Elle n'a pas été applaudie, rien du tout. Elle dénonce des trucs, les autres trouvaient ça très bien. Alors elle réfléchit, elle dit, ah non, on leur dénonce des trucs, ils trouvent ça bien. Qu'est-ce que c'est que ce monde ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, moi je vais résumer ce qui se passe. Ça s'appelle la trahison des élites. C'est-à-dire, la conclusion, c'est l'université, on ne va pas dire que l'université est pédophile, mais elle est vérolée par ces gens-là. Elle est occupée par ces gens-là. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, nous, on fait un livre, je trouve ça fort ce que tu dis, en fait. Parce qu'on peut beaucoup idolâtrer, on va dire, justement, ces élites et ces universitaires. Nous, on fait un livre, le système scolaire, un train qui fonce droit dans l'abîme. Ouais. Mais voilà, qui éduque qui, quoi ? Enfin, qui sont ces gens qui éduquent ? Et peut-on les idolâtrer, ou a-t-on envie que nos enfants soient éduqués par ce type de personnes ? Ou peut-on leur donner une conscience aveugle sous prétexte qu'ils ont des diplômes et en fait... Et là, c'est vraiment... Alors ça a été le choc de Judith, ça a été de voir... Alors, en plus de ça, plus ça allait, plus ça s'est aggravé, sa prise de conscience. Mais clairement, les élites universitaires, des élites universitaires, mais à partir du moment où on les laisse faire... voilà, ils occupent la place, se rendent complices de crimes contre les enfants, mais insensés. Et quand on leur montre la vérité, ils disent, circulez, non, ça va, on a compris. Au suivant, madame, on vous a entendu, maintenant laissez la place, quoi. Taisez-vous. Parce que ça leur demanderait même sûrement ceux qui n'étaient pas directement impliqués, mais ça leur demandait de remettre complètement en question le système en lui-même et la parole. De toute façon, les gens qui étaient venus à ce colloque, ceux qui l'avaient invité, ils étaient de ce parti-là, ils étaient du parti du sexe avec les enfants. C'est ce dont elle s'est rendue compte. C'est quand même un colloque qui faisait l'apologie du sexe avec les enfants, au nom de l'amour et l'attraction, et le droit de ceci, le droit de cela, et puis le sexe. De toute façon, si les enfants ont des désirs sexuels, il n'y a aucune raison de ne pas leur donner satisfaction. Mais alors, en quittant le colloque, elle dit, mais c'est quoi cette histoire de désir sexuel des enfants ? Il y a un Parce gars que là, ils en parlaient explicitement. Et là, il y a un gars qui s'approche d'elle, qui lui dit, madame, il vous manque une donnée. Il vous manque une donnée. Je suis tout à fait d'accord avec tous les termes de votre intervention. Il est vrai, il est de fait que ce type de magazine pousse aux agressions contre les enfants et contre les femmes aussi. Judith n'a pas pris la défense des femmes, elle a pris des enfants, elle a pris la défense des femmes et des enfants et de tous ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles. Alors, majoritairement des femmes et des enfants, mais il y a de plus en plus d'hommes qui sont également victimes. On le sait. Hein, et puis moi, je ne fais pas de discrimination à cet égard. C'est vraiment protéger les gens faibles et les gens purs contre les agressions des cochons, quoi, des dégueulasses. Donc elle a été rejointe sur le quai de la gare, je crois, par un monsieur qui lui a dit, madame, il vous manque une donnée, Savez-vous qui est Alfred Kinsey ? Elle dit non, je ne sais pas. Cherchez, madame, vous allez avoir la réponse à votre question. Et il lui a donné également la référence d'un livre qui s'appelle Sex Researcher, que j'ai trouvé sur la toile, que j'ai lu intégralement, hein, parce que vraiment pour écrire ce livre, il fallait mettre mes pas dans les siens, et j'ai lu effectivement Sex Researcher. Elle est tombée sur Le Monde selon Kinsey. C'est là qu'elle a compris, elle dit, mais c'est insensé, qu'est-ce que ces malades racontent, et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc là, elle a découvert Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, c'est celui qui a révolutionné l'Amérique puis le monde en 1948 par deux rapports, un en 48, un en 56, sur la sexualité des hommes en 48 et la sexualité des femmes en 56. Et c'est à partir... Oui, Alfred Kinsey, oui, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ouais. c'est la référence en C'est la termes référence. de sexologie. Voilà. Qu'on le nomme ou pas, mais en fait, Voilà. la Voilà. discipline de la sexologie, d'ailleurs, provient énormément de lui, de ses travaux. Oui, alors la sexologie oui. a existé avant lui, mais c'est là qu'elle a atteint ses lettres de... Et que Ses ça- lettres de... On peut pas dire le contraire de noblesse, ses lettres d'infamie. C'est à partir Ouais. de là. Et que Voilà. de là qu'est née toute la révolution sexuelle Voilà, c'est après ça, qu'il y a c'est eu ça. dans les années 60. Donc elle découvre, par Sex Researcher, elle découvre qui est Alfred Kinsey. Ensuite, elle va elle-même aller lire le livre d'Alfred Kinsey sur la révolution sexuelle. Et puis alors, elle va lire énormément de choses. Elle va lire non seulement Kinsey intégralement, encore qu'il n'a pas écrit tellement de choses, il écrit essentiellement ces deux rapports, mais il y a énormément de critiques qui ont été émises sur ses façons de faire, sur ce qu'il a. Elle a tout lu sur le sujet pour découvrir ce que c'était que ce bonhomme, et elle s'est rendue compte, avec horreur et épouvante, que Kinsey, au milieu du rapport Kinsey, il y a ce qu'on appelle le tableau 33 et 34, il fait état
d'expériences faites sur des enfants qui prouvent, selon lui, que de l'âge de 2 mois à l'âge de 12 ans, qui est la tranche d'âge qu'il a étudiée, les enfants sont capables d'orgasmes multiples. Orgasmes multiples. Et alors, c'est explicite quand dans son rapport. c'est marqué, voilà. Bébé de 3-4 mois, tant d'orgasmes en 24 heures. Petit garçon de 3-4 ans, tant d'orgasmes en 24 heures. Et elle regarde ça, elle dit, mais comment font-ils pour déclencher des orgasmes? Qu'est-ce que c'est que ce bébé qui a 24 orgasmes en 24 heures? Mais il a dormi entre quelle heure et quelle heure? C'est quoi? Mais De quoi on elle parle? elle est épouvantée. Elle me dit, mais on a ça devant les yeux. Le rapport Kinsey a été vendu dans le monde à des millions d'exemplaires. Et dans tout ce qu'elle a lu sur Kinsey, sur ses méthodes, etc., elle a lu nulle part une analyse de ce tableau 34. Alors que c'est dans les 2 livres de Kinsey, en effet, il n'en a pas écrit 50. Donc Il c'est en a les écrit 2. références. Ouais. Et le tableau est publié. Il tel est publié et tout le monde peut le lire. Tous ceux qui ont lu le rapport Kinsey. Alors, est-ce que les gens qui font référence au rapport Kinsey l'ont lu? ça finit par poser question. On a l'impression qu'il y a des gens qui achètent des livres pour l'avoir acheté, le mettre dans la bibliothèque, éventuellement se filmer à côté ou se prendre une photo à côté pour dire qu'on l'a lu, mais c'est qu'ils ne l'ont pas ouvert. Mais comment? Il faut s'appeler Judith Reisman en 1900. Alors c'est 78-79, le temps qu'elle fasse toutes ces recherches. Comment est-ce que personne n'a regardé ce tableau? Mais elle dit, mais c'est insensé, comment font-ils? Et alors, elle s'est prise par la main, elle dit, mais si je veux avoir la réponse à la question, d'abord, comment ils ont fait? Elle a écrit à l'Institut Kinsey. Kinsey était mort déjà. Kinsey est mort peu après la publication du livre sur les filles. Le film sur la sexualité des femmes, c'est 56 et il est mort tout de suite derrière. Donc il n'y a rien eu après. Oui, il y a eu un livre donc, sur la sexualité des hommes en en 48, Amérique voilà. et un livre sur la sexualité des femmes en Amérique. Et c'est ça qui a... Et c'est ça qui a déclenché véritablement. Kinsey, il a fait des conférences dans le monde entier. Alors, c'est quoi les découvertes de Kinsey? C'est arrêtez avec votre morale idiote, le sexe c'est bon pour tout le monde en profite. On va vous montrer des résultats scientifiques. Voilà. L'argument, c'est Kinsey, ça va être la science au service du sexe. La science contre la morale, contre les a priori, contre les préjugés. Les préjugés, ça marche toujours, ça. Vous avez des préjugés. Moi, quand je dis quelque chose qui ne plaisait pas à mes profs, ils me disaient, vous avez des préjugés, vous n'avez pas peut-être... Je dis, moi, j'ai pas des préjugés, j'ai des post-jugés. Moi. Je commence par regarder, puis je juge après. Vous faites comme vous voulez. Oui, il a dit qu'il avait interviewé des Américains standards, on va voilà, dire. Alors, non, mais d'abord, à propos des tableaux, parce qu'il y a 2 découvertes essentielles. Il y a la découverte des tableaux et ce qu'on va dire après. La découverte des tableaux, elle a écrit au successeur de Kinsey à la tête de l'Institut pour lui dire, monsieur, je suis en train de lire le très intéressant rapport de votre maître, Kinsey, page tant, les travaux 33 et 34 nous disent que, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez obtenu ces orgasmes? Lettre morte. Non. Réponse. Par des manipulations orales et manuelles. Et alors là, donc ils ont masturbé des gosses. Mais ils lui ont répondu, quoi. Oui, il a répondu. Elle a la lettre. J'ai eu le facsimilé de la lettre. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire aucune honte. Oui, parce que pour eux, c'était une expérience scientifique normale dans un cadre. Enfin, c'est complètement abominable. Elle a eu l'occasion de dire que c'était scandaleux. Des gens lui ont répondu, mais comment voulez-vous faire progresser la science si vous ne faites pas donc, ça? Au nom de la science. Mais si vous ne violez pas des enfants, comment pouvez-vous savoir que des enfants, comment vont réagir des enfants face au viol? Donc on va violer. Non mais c'est comme ça qu'ils raisonnent. Mais elle dit, mais c'est un monde de dingue. C'est un monde de dingue. Et alors, en lisant, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en lisant en détail ce qu'il y a avant et après le fameux tableau 34, c'est-à-dire, il explique qu'il sait ce que c'est que les fameux orgasmes. Ce sont des convulsions, des évanouissements, des hurlements, des pleurs, des tentatives de fuite, des enfants tétanisés, c'est-à-dire, Kinsey montre des enfants terrorisés et torturés, et il dit, regardez comme ils jouissent. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de dingue? Mais ça montre juste la perversion. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de dingue? Il dit, tout le monde a lu ce rapport, et c'est dans le rapport que convulsions, machin, évanouissement, épilepsie, les gosses faisaient des crises d'épilepsie, comme ça. C'est pas la preuve qu'ils jouissent. Oh ben, un gosse qui fait une crise d'épilepsie, c'est de l'orgasme. Non mais vous vous rendez compte? Mais dis, mais qui a lu ce rapport? Ils y font tous référence, ils n'ont pas lu ou quoi? Et alors là, c'est l'épisode numéro 2 de la prise de conscience de Judith par rapport à la trahison des élites, parce qu'il y a eu Swansea en 77, puis là c'est 81, Jérusalem. Forte de cette lettre du docteur Paul Gebhardt,
Elle était invitée au 5e congrès international de sexologie, puis là, il y avait tout le banc et l'arrière-ban. Hein. La Swansea, c'était, je ne sais pas si c'était par rapport à ce que... Jérusalem, c'était vraiment le 5e congrès mondial de sexologie. Tous les grands sexologues ou praticiens de la sexologie, parce qu'il y a les sexologues théoriciens et puis il y a ceux qui donnent des cours et qui font des consultations et tout. Ils étaient tous là à Jérusalem. Tout le monde était réuni. Et elle était invitée. Et elle avait une intervention qui consistait à dire le scientifique comme agent de la perversion ou l'argent de violation, de graves violations éthiques. Mais c'est vrai que quand tu nous parles de tout ça, on a envie de dire ça. On veut dire la science peut justifier de tous les pires C'est crimes, exactement quoi. ça. Et alors, elle monte à la tribune à Jérusalem. Elle était attendue. Elle monte à la tribune. Elle sort les tableaux de Kinsey avec la page, le numéro de page et tout. Elle montre ce que c'est que les fameux organes, c'est-à-dire les convulsions, les hurlements, etc. Et ça, tout le monde le voit, c'est dans le point. Et ensuite, elle montre le tableau. Et elle conclut en disant, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous référez tous à un certain Kinsey, parce que tout le monde se réclame de Kinsey, il faut le savoir. C'est devenu la référence. Les enfants sont sexuels de la naissance, c'est lui, et ça, c'est dans tous les colloques, c'est partout. Il faut éduquer les enfants à la sexualité, parce que comme ils ont une sexualité active, il faut les accompagner. Hein, ça s'appelle l'éducation. Bah voyons. Et elle leur prouve par A plus B que c'est criminel. Elle prend son souffle, elle attend le tonnerre d'applaudissements. Et on la chasse. On l'a vraiment chassée. On la chasse. Dehors. Vous, dehors. Elle a remis en question en fait une des sources fondamentales de la science et de Kinsey. Ouais. Mais elle a aussi mis les pieds dans le plat sur la science, sur qu'est-ce que la science. Et la science sans conscience, on voit ce que ça donne. de l'âme, exactement. Voilà. Et ils l'ont chassée. Ils l'ont chassée. Et ils ont décidé d'avoir sa peau. Et ils ne l'ont pas eu. Oui, parce que Kinsey était vraiment le roi dans ses... Il était la référence ultime. Mais il a aussi eu, on appelle ça l'opération Mockingjay au niveau de la presse, c'est-à-dire qu'il avait l'applaudissement de toute la presse. Toute la presse était avec lui. 600 recensions, quand ses livres ont sorti, il y avait plus de 600 recensions l'année de la sortie de ses livres. La une du Times. Il a été promu partout. Avec des images de propagande absolue sur la une du Times. Il faut aller là voir quand on connaît cet homme, ce qu'il a fait sur les enfants, la cruauté et puis la perversion même dans sa vie personnelle à lui. Sur la une du Times, on voit un homme plutôt en dessin, plutôt sympa, avec des roses. Souriant, avec des roses autour. Il a un nœud papillon, il est tellement mignon. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. L'amour. Et alors il a une femme qui tricote, quand il fait un petit fichier sur la tête. Ils faisaient des orgies tous les deux, c'est infernal. Ils avaient organisé à l'université de Bloomington où ils opéraient, ils avaient organisé dans les greniers des salles de torture, parce que ces gens-là, pour eux, le sexe, ça va toujours avec torture. Et souffrance. C'est pour ça que des convulsions égale orgasme. Exactement. Il est mort de ça. Voilà. Bon, il y a des choses, je ne pourrais même pas les dire. Tellement c'était ignoble. Il y a certaines choses, je ne pourrais même pas les répéter. Ils organisaient des orgies. Alors, sadique, sadomaso. Lui, c'était un grand. Alors, il était plus maso que sado, mais enfin bon, ça va avec. Hein, mais loin. L'imagination humaine. Il est mort en s'arrachant les trucs. Alors, le but, c'était pas de se les arracher, mais c'était de se faire le plus mal possible. Puis un jour, il s'en est parmi, quoi. Un jour, il s'en est parmi. Et il organisait, alors avec sa femme qui participait, alors elle était fichue et puis elle tricotait au volet. Sur les photos de presse, voilà. Les photos de presse, c'était la petite et puis, femme dans le film, avec Marianne Nisson, elle a couché avec tous ses partenaires, parce que alors c'était bi, hein, c'était tout le temps. Elle couchait avec les amants de son mari, etc. Et c'était hautement insonorisé, parce qu'il poussait des hurlements de douleur. C'est le sadomasochisme, en fait. Pour ces gens-là, jouir, c'est d'abord souffrir, faire souffrir, mais c'est dans des proportions vraiment... Quel rapport? Alors après, on se dit, il y a des gens, ils font l'amour. L'amour? Mais le sexe, pour ces gens-là, faire l'amour, ça n'a pas de sens. Pour ces gens-là, faire l'amour, ça n'a pas de sens. C'est avoir du sexe. Avec des chaînes, avec des fouets, avec des... Ouais. On n'est même plus dans une notion de plaisir basique, je dirais. Ça descend vraiment très loin. C'est une horreur absolue. Mais ce qui est scandaleux, c'est que du coup, toutes ces personnes, toute la presse ou tous les médias qui glorifient... Ils ont fait semblant de pas voir. En fait, c'est que, on voit que dans ce moment-là, ils n'en avaient rien à faire de la vérité, d'aller chercher... Enfin, c'est juste...
faire de la propagande et promouvoir cette sexualité pour les enfants. C'est juste ça le but à tout prix, et on masque tout ce qui est c'est pas cette sexualité pour les enfants, c'est la sexualité pour tout le monde en fait. Les enfants comme agents de ces horreurs, parce que bon, la plupart c'était des pédophiles. Alors je ne pense pas que Kinsey lui-même était pédophile. Je pense que c'était un grand pervers. Mais il a travaillé avec des pédophiles. Mais là, c'est clair. Tout ce qu'il a fait avec des pédophiles. Et alors, Judith, alors ça sera également le sujet d'un autre ouvrage qui va suivre, mais Judith est allée très très loin dans l'étude de comment il avait obtenu ses enfants et qui c'est. Elle est allée au bout de ses recherches. Tout ce que tu dis et tout ce qu'on dit là-dessus, c'est pas des affabulations. C'est-à-dire que j'ai dit c'est tout documenté. Il y a des noms, il y a certains pédocriminels qui ont témoigné de leur travail, de leur collaboration avec Alfred Kinsey au tribunal aux États-Unis quand ils ont été condamnés pour des crimes pédocriminels. Donc c'est vraiment sourcé. Il y a des noms, il y a des rapports, il y a des écrits de ces pédocriminels qu'ils envoyaient à Kinsey. C'est vraiment pas de la théorie ou des affabulations, quoi. Alors, la belle histoire concernant Judith, ce qui est très intéressant, c'est que elle a été, ils sont fichus d'elle à Swansea, à Jérusalem ils l'ont chassée en disant madame, la porte est là. Son assistante est restée derrière, elle a entendu, elle a dîné à la table des gens qui étaient organisateurs du colloque. Il dit celle-là, il faut absolument la neutraliser, gna, 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 gna. Elle est arrivée, elle dit Judith, il y a péril en la demeure, là. Bon, vous êtes en danger là maintenant. Bon. Donc, elle avait décroché comme ses filles étaient parties vivre en Israël. Sa fille aînée Génie est morte. Elle n'a pas atteint 25 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je crois avoir compris qu'elle faisait un lien avec le malheur qu'elle avait subi quand elle avait 11 ans. Donc, il lui restait 3 filles qui se sont mariées, qui lui ont fait des petits-enfants. Enfin, elle était vraiment un peu elle était grand-mère potentiellement heureuse en Israël, mais une fois qu'elle reprenne, fallait qu'elle reprenne son travail, voilà. Alors, elle avait divorcé du bel Arnold. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et elle retournait aux États-Unis de temps en temps pour ses affaires. Enfin bon. Et un jour, elle a été invitée, il y avait quelqu'un qui était au congrès de Jérusalem, qu'on avait parlé à quelqu'un, qui connaissait quelqu'un qui avait une radio, je lui ai dit, il faudrait que tu l'invites. Et tant qu'elle parle un jour à la radio, elle raconte ce qu'elle sait. Puis ça tombe d'un gars qui va en parler à un gars du FBI qui dit, madame, ministère de la Justice, protection des mineurs, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Oui, dit-elle. Est-ce que vous voulez travailler avec nous? Oui. Et c'est comme ça qu'elle rentre au ministère de la Justice. Elle est missionnée par le ministère. Alors, c'est fou, quoi. Elle part d'en bas, quoi. Et à force de pas céder, parce que finalement c'est comme ça que ça revient, à force de pas céder, à pas se laisser intimider, vous voulez en parler? Quand l'Institut Kinsey a su qu'elle allait parler à la radio, il lui a envoyé une lettre de menace. Pour dire, si jamais vous vous fait un procès, oui, je vous en prie, messieurs, faites-moi un procès, ne vous gênez pas, faites donc. Et donc le ministère de la Justice l'a auditionné maintes et maintes fois. Ils ont dit, mais madame, il faut que vous travailliez pour nous. On a possibilité d'avoir des crédits très très importants. On voudrait que vous nous fassiez une étude sur... Parce que ce qui avait capté leur attention dans son interview, c'est qu'elle disait que la presse grand public corrompt la jeunesse et pousse à la pédophilie. Eux, ça les intéresse. Ils veulent absolument avoir un rapport circonstancié sur ce que le grand public peut recevoir de dangereux. Donc il dit, nous on a des crédits quasiment limités quand on veut, on peut vous assurer. Alors ce qu'il faudrait, ils lui ont dit, il faudrait la caution d'une université. Mais alors ils sont allés voir une université en disant, est-ce que vous voulez donner un travail de chercheuse, on vous fournira l'argent et tout. En fait, tout allait pour le bien, puis brusquement, paf, tout s'arrête. Elle est devenue donc enquêtrice principale pour le FBI sur le rôle de Kinsey dans les crimes sexuels contre les enfants et sur le lien, comme tu disais, qu'on pouvait faire entre la pornographie du douce, Playboy, etc. Et l'augmentation, parce que ce que le ministère de la Justice, ce que le ministère de la Justice constate, c'est que les crimes contre les enfants sont en progression constante et de plus en plus violents. Avec un budget de $800,000. Alors, non mais le ministère de la Justice, constate, parce qu'ils sont là pour constater également ça, la protection de la jeunesse, un système de protection de la jeunesse du ministère de la Justice constate que les crimes contre les enfants sont de plus en plus nombreux, de plus en plus violents. Et il tombe sur une femme qui dit, moi je connais la source. Alors, on va faire une étude. Le but c'est d'arrêter la violence contre les enfants, on est bien d'accord. Bon. Il contacte une université qui dit d'accord.
Ils reçoivent le budget et au dernier moment, ça s'arrête. Ça s'arrête. Des menaces fondent de tous les côtés. Il y a des députés qui arrivent au Congrès en disant qu'est-ce que c'est que cette subvention de 800 000, cette bonne femme, qu'est-ce que c'est que cette vieille folle là, qui passe son temps à lire des magazines de cochons, on ne connaît même pas ses diplômes. Une campagne de diffamation tombe dessus, c'est effroyable, effroyable. Enfin, comment est-ce que le ministère de la Justice, comment le FBI peut lui donner un poste d'enquêtrice principale si elle n'a pas montré ses diplômes? Mais ça ne les dérange pas de dire elle n'a pas de diplôme, elle ment. Ils disent n'importe quoi. Ils lancent une campagne de diffamation à l'échelle de toute l'Amérique. Il n'y a pas un coin ou un recoin ou un rabicoin d'Amérique qui n'a pas reçu sa salve de diffamation contre cette folle. Alors en plus de ça, réac, machin et tout, ben évidemment réac. Du moment qu'on n'est pas progressiste avec ces gens-là, c'est qu'on est un sale réac. Des torrents de boue se déversent sur elle et l'université qui lui avait donné son accord, il commence à dire bon bah écoutez, Julie Draman, vous êtes bien gentil, mais oui, il commence à on va peut-être trouver quelqu'un d'autre pour faire et ils sont en train de la chasser. Elle se fait chasser de partout. Et même au ministère de la Justice, il y a un jour, comment ça s'est passé avec le ministère de la Justice? Oui, il y a un nouveau directeur qui a dit qu'on n'avait pas besoin de gens comme elle et qu'ils allaient peut-être trouver quelqu'un d'autre. Parce que les protestations arrivaient de partout en disant pourquoi avez-vous donné une enquête aussi importante à cette espèce de bonne femme là? Nous, on peut vous montrer quelqu'un d'autre, ben voyons. Hein, elle connaît son sujet, on va prendre quelqu'un qui ne le connaît pas pour faire la même chose. Non, mais, pour être sûr de pas... Qui est un peu plus lisse dans voilà. son image. Non mais bon, c'est son travail à elle, c'est son travail à elle. Donc, il voulait la faire taire, surtout pas que mais ça il voulait à tout loin. prix la faire taire. Et ce qui est intéressant, c'est dans ton livre, donc Julie Draisman a réussi à savoir qui étaient les commanditaires de cette campagne de diffamation. Exactement. Et je me dis, en fait, ce petit bout de femme, je reprends ça, leur ont fait très peur, si on prend ça à l'inverse, parce qu'ils ont mis, tu pourras dire les noms précis, mais ils ont mis un cabinet de relations publiques. Un cabinet de relations publiques. Et je crois que j'ai essayé de calculer, tu disais sur 2 ans, ils mettaient entre... 20 000 dollars par mois. 20 000 à 40 000 dollars, je crois que tu mets, par mois. 20 000 à 40 000, ça montait en tout cas à 1 million sur les 2 ans. Ça pouvait aller jusqu'à illimité. C'est-à-dire qu'ils ont mis $1 million de campagne de diffamation et de dénigrement pour faire arrêter ce petit bout de femme qui leur faisait du coup très peur et la faire taire. Ouais. Ça montre les moyens colossaux certes, mais ça montre aussi la peur de ces gens. À quel point elle leur a fait peur. Parce qu'elle était incorruptible en fait. C'est le propre de Julie Draisman. Vous prenez n'importe qui, 5 000 dollars, non, 100 000 dollars, 5 000 bon, 2 millions de dollars. Ils ont même pas... 2 millions, non, allez, 10 millions de dollars, non. 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 Il y a des gens comme ça, c'est non. Voilà, cherchez pas, rajoutez pas des zéros, c'est non. Voilà. Et ils ont compris qu'ils avaient affaire à une incorruptible. Donc, elle était éminemment dangereuse. Donc, ils ont corrompu autour d'elle. Oui, ça l'avait vraiment profondément choquée. Ouais. Et du coup, elle combattait même plus, c'était au-delà de sa fille, quoi, et de son histoire. Ah non, c'était maintenant, elle combattait, là, elle combattait pour la vérité, simplement pour la vérité, quoi. Et alors, il y a des trucs, il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Moi, j'ai cru au miracle le jour où Judith a raconté, c'est tellement extraordinaire. Le FBI l'a lâché, enfin certaines personnes du FBI au-dessus de ceux qui l'avaient. Hein, bon, donc elle avait son statut de chercheur principal et puis à côté de ça, à la direction du ministère de la Justice, on la connaît pas, c'est une folle. Tout le monde l'a lâché. Quoi. Tout le monde l'a lâché. L'université qui l'avait embauché la lâche. Le Congrès lance trois commissions d'enquête, 3 enquêtes contre elle. Elle m'a dit des enquêtes hostiles. Et elle m'a dit quand je suis arrivée au Congrès, moi rempli des valeurs de démocratie américaine, je me dis une commission d'enquête au Congrès, j'ai qu'à dire la vérité, ça va être entendu. Elle est tombée sur des charognards dont elle a mis à jour plus tard qu'ils étaient tous impliqués dans des affaires de sexe avec les enfants, de téléphone rose, de machin comme ça. Ils étaient tous impliqués, y compris à l'université en question qui n'avait plus voulu d'elle, y compris au FBI, ceux qui l'avaient, enfin, etc. Il y avait partout où elle trouvait une explication, c'était toujours une explication, ces gens-là étaient impliqués dans le sexe avec les enfants d'une façon ou d'une autre. Donc elle est là, elle est toujours debout, elle est peut-être un petit peu sonnée quand même, puis un jour le téléphone sonne. Ah, oui, Julie Draisman, oui. Le miracle. Madame, j'ai suivi ce qu'on vous a fait. Je vous propose un bureau, un secrétariat, tout le matériel informatique dont vous aurez besoin, tout le temps dont vous aurez besoin, tout l'argent dont vous aurez besoin, à une condition. Vous ne direz pas que c'est moi. Elle a dit j'arrive. On lui a envoyé un avion, on est venu la chercher. Elle s'est installée à l'université Liberty
où sont toutes ces archives à l'heure actuelle. Et c'est un monsieur, je crois que c'est un évangélique, enfin bon, c'est un protestant, comme on dit, qui, pour l'amour de Dieu et la vérité, lui a dit, madame, je mets ma fortune à votre disposition. Donc comme quoi, quand Et tout elle a semble recommencé à perdu. zéro. Ouais. Elle a recommencé à zéro. Mais c'est incroyable. Elle recommence son rapport, le fameux rapport qui lui avait été commandé par le FBI quand même. Bon. Et puis un jour, le téléphone sonne. Madame, c'est le bureau, machin chouette, l'office, l'OJP, l'OJJPP, DDPP. office de la jeunesse, machin chouette et tout. C'est nous qui avons commandé le rapport, oui. Vous pouvez nous porter demain, s'il vous plaît. Pardon ? Demain ? Il pensait que ça serait mission impossible Demain. et que ça mettrait le rapport Demain. sous l'eau. Alors elle va voir Jerry Falwell, il s'est foutu, elle dit, comment ? Vous avez dit quoi ? Attendez, vous allez voir. Il a rameuté tous les secrétariats qu'il pouvait. Il a dit, on a passé toute la nuit dessus, à graffer, à paraffer, à pas. Le lendemain, Jerry Falwell lui donne son avion personnel, il l'envoie à Washington, elle débarque, elle paf, elle met le rapport sur le bureau. Bah oui, vous vouliez le rapport aujourd'hui, le voilà. Le voilà. Ah oui, parce que dans Ils n'en l'intervalle. revenaient pas parce que pour eux c'était Ouais. vraiment impossible. C'était impossible, En fait, c'était impossible qu'elle le c'était fasse. lui dire on va au bout de ce rapport, regardez, voilà, c'est pour eux à montrer patte Ouais, blanche. Mais ils se disaient en un jour, en une nuit, c'est C'est impossible qu'elle nous impossible. délivre le rapport. Impossible. Et si ça a été possible. C'est incroyable. Et alors je suis en train de me demander, oui, à l'université où elle était précédemment, un matin, oui c'est ça, c'est là où elle était désespérée, où le téléphone a sonné. Le téléphone a sonné au moment où elle arrive un matin à son bureau à l'université, avec lequel elle avait passé le rapport initial, en même temps avec le FBI. Il lui avait volé ses ordinateurs et toutes ses disquettes, il lui avait tout pris. Il lui avait volé tout son travail. Et donc, Sur lequel elle était depuis 2 ans, quoi. Il lui avait tout volé. Et c'est là que le téléphone sonne, il dit, madame, on recommence. Et le gars, il avait simplement eu vent de la campagne de diffamation qu'on menait contre elle. Parce que ça a fait beaucoup de bruit. Partout où vous alliez dans n'importe quelle ville d'Amérique, si on parlait d'éducation sexuelle, et cette folle de Judith Reisman, et cette espèce de sorcière, et cette espèce de... on retournait le combat, quoi. Donc elle s'est retrouvée, le rapport, le voilà. Mais c'est pas possible, elle est impossible. Donc voilà, elle a continué, et puis donc elle n'a jamais eu la totalité de la bourse, elle l'a pas eu, hein. C'est le Liberty University qui a fourni à ses recherches. Et alors, le miracle continue de se produire, c'est que de fil en aiguille, quelqu'un entend parler d'eux et ces intellectuels intègres commencent à s'agréger, se mettent ensemble avec elle, publient un livre, réussissent à trouver une maison d'édition, une petite maison d'édition dans un coin perdu, puis de fil en aiguille. C'est comme ça qu'elle a commencé à publier plusieurs Ouais, ouvrages, ouais, justement, ouais. dont certains, c'est assez touchant dans ton livre, assez touchant parce que du coup c'était des gens qui connaissaient Kingsley, qui s'étaient formés aussi un peu comme ça, et qui en se rendant compte de qui était, on retournait leur veste, on retournait leur veste et on et dit on on se dit, mais en travaille fait, avec vous. oui, quoi. voilà, et on collaborait avec Judith Reisman, lui ont mis le pied à l'étrier, et en plus eux ils étaient dans le sérail, on va dire, Et alors, universitaire, donc ouais. ça avait aussi du poids. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à agréger autour d'elle des gens qui étaient aussi diplômés qu'elle, des docteurs. Ils étaient docteurs en droit, docteurs en psychologie, docteurs en ceci, docteurs en cela, étaient docteurs en communication. Et ils ont réussi à créer une espèce d'armée de combat intellectuelle contre le mensonge, quoi. Et c'est eux qui sont en train de gagner. Alors je veux dire, bon, l'éducation à la sexualité, maintenant il y en a partout. Je veux dire, cette corruption, elle est partout, mais la prise de conscience, elle est en marche. C'est clair. Les arguments qu'on a à partir du travail de Judith et de tous ces éminents intellectuels, c'est quelque chose qui tous les jours fait des petits. C'est clair. La Oui, vérité parce est en que- marche. La vérité est en marche. Mais c'est vraiment intéressant et son travail est vraiment passionnant et c'est une pierre vraiment à l'édifice majeur, je trouve, pour cette vérité. Elle a quand même mis en exergue, et tu pourras compléter si j'oublie quelque chose, mais que justement le but de Kingsley à travers la science qui justifiait tout ça était d'une part en effet de faire que l'idéologie comme quoi il fallait éduquer les enfants dès la naissance se propage au niveau des États-Unis mais aussi du monde. Du monde entier, oui. Et c'était aussi de dépénaliser la Le but. pédocriminalité Oui. et donc de retourner des valeurs C'est le renversement des valeurs. au C'est niveau le de la renversement- sexualité. voilà, C'est-à-dire voilà. que sexualité et reproduction soient totalement
déconnectés. Bon, je parle même pas d'amour. Si c'est Alors, l'amour, il n'y a jamais d'amour chez ces gens-là. Jamais. Quand on parle de jamais. sexe, on parle jamais Voilà. d'amour. Jamais. Sexe, orgasme, sexe, éventuellement violence, viol, etc. Mais par contre, amour, que toutes les pratiques, on va dire vraiment perverses au sens littéral du terme, deviennent acceptables au sein de la société. Des pratiques vraiment, on ne va pas rentrer dans les détails là, mais y vraiment, compris la zoophilie. Quand on dit glisse. perverse, c'est perverse. Y compris la zoophilie. C'est pas un jugement moral, quoi. C'est juste... Donc ça, c'était vraiment en fait le travail de Kinsey. Et c'est pour ça, et ça, Judith Reisman en parle dans un des livres d'ailleurs que tu vas republier en France. Voilà, bientôt, oui. Et que nous, moi je l'ai trouvé sur Internet, mais elle fait vraiment les liens avec qui a financé Kinsey. Ça, c'est très intéressant. Absolument. Et on comprend les campagnes aussi de soutien qu'il a reçues au niveau de la presse. On le comprend beaucoup mieux. Elle fait le lien avec la CIA, avec le MK et elle explique que toute la presse mainstream est entre les mains de ces gens-là. Toute la presse est entre les mains de ces gens-là. Maintenant, on le voit. Mais tout. Voilà. Et il y a autre chose aussi. Alors, je voulais dire parmi les petits miracles. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu justement sur les liens que Judith Reisman fait qui y a derrière Kinsey en fait? Qui soutient Kinsey derrière La CIA et Rockefeller. Rockefeller pour financer, la CIA pour étendre sur le monde entier. C'est un plan mondial de destruction de l'humanité. Plan mondial de destruction de l'humanité. Je recommence? Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Et le plan, on le connaît, il a été publié, il a été analysé. Il est complotiste? Bah oui, je suis complotiste. Si c'est pas un complot, c'est un accident islamiste de la circulation aérienne. Vous voyez de quoi je parle? Les tours, soit c'est un complot, soit c'est un accident islamiste de la circulation aérienne. À mon avis, c'est un complot. Bah, le reste, c'est pareil. Et le reste, c'est juste pareil. pour faire sur ce point de l'influence que Kinsey a eu, pour faire le lien avec les cours d'éducation sexuelle aujourd'hui, je trouve ça intéressant, juste de rappeler que en fait, les cours actuels en France et ailleurs dans le monde d'éducation à la sexualité se basent sur les rapports internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, qui se réfère même au rapport de l'Institut du planning familial international, qui explicitement, alors je ne sais plus si c'est encore mentionné aujourd'hui, mais c'est clair que ça se base sur les rapports de Kinsey. Peut-être vraiment que en fait, parce que si on parle de tout ça aujourd'hui, là c'est parce que ces cours d'éducation sexuelle qui ont lieu aujourd'hui dans les écoles se basent très concrètement sur ces rapports de l'OMS. Ces cours se basent sur les rapports de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a inventé un concept complètement délirant qui s'appelle la santé sexuelle. Santé sexuelle. Santé sexuelle, c'est bien jouir. Attendez, de quoi je me mêle? La santé. De quoi je me mêle? Non, mais de quoi je me mêle? Oui, on ne parle pas de santé. Non, ça n'a rien à voir avec la santé. Ça n'a rien à voir avec la santé. Et c'est vrai que tous ces rapports, alors, il y a toutes les agences de l'ONU, elles sont complices de ça. Il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, il y a l'OMS qui, pour l'Europe, a sorti un rapport spécial en direction de l'Europe qui s'appelle... Enfin bon, peu importe. C'est paru en Allemagne, c'est paru à Cologne. Enfin bon, tout ça. Standard pour l'éducation sexuelle. Standard pour l'éducation sexuelle en Europe. Tout ça, c'est l'OMS. Tout ça se réfère à Kinsey. Et j'ai étudié quand même, et j'en parle dans ce livre qui s'appelle Sexologie et mensonges. Le combat de Judith Reisman, c'est le sous-titre, mais sexologie et mensonges, c'est vraiment l'analyse que je fais de cette... Alors ça pourrait être une science, la sexologie, pourquoi pas? Il y a peut-être de bons sexologues allemands, mais enfin ceux qu'on nous montre et ceux que j'ai découverts, c'est vraiment des imposteurs et des criminels, quoi. Vraiment des imposteurs et des criminels. Et on n'a pas besoin de ces gens-là, et surtout, bas les pattes, touchez pas aux gosses. Les enfants ne sont pas concernés par la sexualité. Je vais dire la paix. Je vais dire une phrase que tu as dit et qui résume bien ce dont on est en train de parler. C'est jadis on protégeait les enfants des choses du sexe. Aujourd'hui on les gave dès l'école maternelle au titre des droits sexuels. Et c'est vrai que c'est hallucinant, tout bonnement hallucinant quand on y pense. En effet. Mais oui, les liens entre Kinsey, l'Institut Kinsey, le CICUS, qui a été aussi un organisme... qui a été financé au départ par Playboy. Voilà. Le CICUS, c'est un organisme effectivement, qui a été repris par l'ONU, un organisme de promotion de l'éducation à la sexualité, suite au rapport Kinsey, qui a été, dont le premier financement a été fait par Playboy, et largement aidé par Hustler ou Penthouse, un des deux autres. C'est-à-dire que la presse du sexe a financé la première campagne
d'éducation à la sexualité en direction des enfants. Il y a des enfants qui tombent dans les pommes. Moi, j'ai été récemment invitée en Belgique par un collectif de parents absolument indignés de ce qu'on montre à leurs enfants, et j'ai entendu des choses, c'est à hurler, c'est à hurler. Un gosse qui est rentré à l'école en disant « Maman, efface-moi ma mémoire, maman, efface-moi ma mémoire !» On lui avait montré des trucs à l'école. Alors, sous prétexte de les rééduquer, on leur montre des photos de sexe, jambes écartées, etc., des trucs. Et les gosses, ils reviennent en pleurs, en hurlant, mais... Et Judith, elle a tellement étudié ces trucs-là, elle dit le cerveau des enfants doit être protégé même contre les rythmes trop rapides, les images trop vives et les musiques trop violentes. Et là, on leur montre du sexe. Et ils poussent des hurlements. Alors, non seulement ils poussent des hurlements, il y en a qui tombent dans les pommes, mais une fois qu'ils sont éveillés à la sexualité, ben après, ils ne pensent plus qu'à ça. On a déclenché le truc. On sait qu'une gamine de 11 ans qui est totalement impubère, on peut déclencher à la fois sa puberté et sa fertilité. C'est comme ça qu'il y a des petites filles de 8-9 ans qui tombent enceintes. Parce que violer, le viol déclenche la réponse hormonale. Mais c'est la destruction de l'enfance. L'enfance, c'est ce qui précède précisément ça. Et tous les parents, moi je me souviens comment ma mère me protégeait quand il y avait une image un peu trop crue, elle me mettait la main comme ça pour pas que je voie, elle me protégeait. Maintenant les enfants, on les oblige et on les retire aux parents qui veulent les protéger. Les parents qui disent je ne veux pas que mon enfant, que mon fils ou ma fille aille à ses cours d'éducation sexuelle, on leur envoie les gendarmes et puis on enlève le gosse pour le protéger bien sûr. Ah bah oui, au titre de ses droits sexuels. Oh, c'est un monde de dingue, c'est un monde de dingue. Et toute la dinguerie de ce truc est dans les livres de Judith Reisman. Oui, alors comment ça se fait que là on vient aux sources, tu nous as expliqué vraiment la source et l'origine de tout ça. Comment ça se fait que très pragmatiquement là en France où les cours d'éducation à la sexualité sont en marche, quand on en parle en effet aux parents, etc., ou même aux professeurs, aux instituts, ça tilte pas et on pense même le faire en termes, on pense que ça va même apporter du bien aux enfants et il y a comme une sorte de banalisation. Alors, moi j'en ai parlé ça fait des années que j'en parle avec ma coiffeuse, que je trouve absolument délicieuse. Quand elle me coupe les tifs, je lui explique, elle me dit mais non, c'est pas, non, non, en tout cas pas dans l'école de ma fille. Je lui dis attends, t'es sûre ? Exactement, et nous on l'entend. Je dis comment que ça va pas arriver. Comment tu peux le savoir que pas dans l'école de ta fille ? Ta fille, elle te l'a raconté que non, mais justement, elle me l'aurait. Bref. Et un jour, j'ai une copine qui me raconte. Elle arrive, elle me dit écoute Marion, je ne sais pas y croire. Ma fille revient, elle m'explique maman. Aujourd'hui à l'école, elle était en primaire, la dernière classe de primaire. On a vu des spermatozoïdes au microscope. Alors ma copine, elle réfléchit, elle dit, alors, spermatozoïde au microscope, le spermatozoïde, ça vit pas longtemps. C'est-à-dire que le maître d'école a fait sa petite affaire avant d'aller à l'école, il a mis ça entre l'âme et la mêlée et il a montré ça au gosse. Elle dit, mais attends, il se passe quoi là ? Bon. C'est tellement dingue qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. Et surtout que de dire ça va pas arriver dans mon école, ça n'arrive pas, et en fait une fois qu'on réagit c'est trop tard. Une fois que c'est arrivé, le mal il est fait. Et puis ils savent pas dans les détails non plus, parce que les parents ils n'ont pas voix au chapitre. Donc les parents ne savent pas en détail. Là en Belgique j'ai l'impression que les parents ils voient en détail. Mais le mal est fait, parce que maintenant les enfants sont traumatisés. Alors on peut essayer d'empêcher que les autres soient traumatisés, mais ça avance tellement caché, ça avance tellement subrepticement que effectivement, quand les parents comprennent, le mal est fait. Bon, on peut toujours l'arrêter, mais attends, quel était le truc ? Oui, il y a un argument, et il y a quelqu'un qui m'a sorti ça récemment, mais tu comprends, les enfants, quand ils seront prévenus, pourront être protégés. Alors je lui dis, attends, protégés de quoi ? Attends, t'as un gosse, il ne sait pas ce que c'est que le sexe, tu vas lui expliquer ce que c'est, que tu vas le protéger contre quoi ? Contre quoi ? Contre les prédateurs. T'as raison. Alors je veux dire, je suis prédateur. Je vais voir un petit garçon, je vais lui dire, dis-moi mon petit garçon, t'as pas envie de faire ton affaire avec moi ? Non monsieur, parce que mon corps m'appartient. Ah bon, pardon, excuse-moi, je suis désolé. Non mais un prédateur, il va pas demander la vie à un gosse. Que le gosse soit prévenu, qu'il soit pas prévenu, le prédateur, il va un gosse, il l'aura. Parce qu'il se donnera les moyens. Et prétendre que les enfants, quand ils seront prévenus, pourront se protéger, c'est prétendre que les enfants ont un consentement possible. Et qu'ils sont capables, et que c'est à eux de se protéger. Et que c'est leur responsabilité. Et que c'est de leur responsabilité de se protéger. Ce qui revient à exonérer les pédophiles de la responsabilité du viol. Et aussi les parents, les instituteurs, les éducateurs, c'est à nous, adultes,
de protéger les enfants et jamais l'inverse. Et en fait, il y a... Et dans tous ces programmes, on parle sans arrêt du droit de l'enfant de dire non. Mais si l'enfant, d'abord, s'il a le droit de dire non, ça veut dire qu'il a le droit de dire oui. Or, la protection des enfants veut que même si l'enfant a envie de dire oui, on l'en protège. Parce qu'en fait, il ne peut pas savoir ce qu'il veut. Évidemment qu'il ne peut pas savoir. Il ne se connaît pas, il est face à un adulte qui a une mais emprise sur lui, il ne peut pas donner un avis en fait. Donc, on fait porter aux enfants la responsabilité de la future. Et on a vu le cas récemment, moi je l'ai vu depuis que j'ai commencé à faire ces études-là, on a vu le cas d'une petite fille qui a été violée par un gars. Le gars a démontré, il dit mais elle était d'accord, et bien le gars il a rien pris. Elle était d'accord, elle n'avait pas dit non. Mais il y a 1000 façons de ne pas dire non. D'abord parce qu'on ne vous a pas posé la question oui ou non. Hein. Puis la deuxième, il y a un truc qui s'appelle la sidération. Et la sidération, c'est ce qu'on peut appliquer de plus facilement à un gosse quand on est un adulte. Et même une fois adulte. Hein. Enfin, mais bien sûr, mais la sidération fait que... Alors, on fait porter, dans toute cette idéologie-là, on fait porter la responsabilité du consentement à l'enfant. C'est une monstruosité. C'est une monstruosité. Et il y a beaucoup de parents qui refusent de voir. Alors moi, j'ai même rencontré des parents qui me disaient « Taisez-vous, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. » Je dis « Bon, celle-là, elle a compris, elle fera ce qu'il faut. » C'était pas elle qui m'avait rendu le plus pessimiste. Mais les parents mettent longtemps à comprendre, parce que d'abord, c'est tellement monstrueux qu'il y a un degré de monstruosité qui fait qu'on bug. On dit « Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et... alors la lâcheté, je ne sais pas, quand il s'agit de défendre les gosses, je ne suis pas sûre que ce soit de la lâcheté, je ne sais pas. Moi, ce que je crois comprendre, c'est que la prise de conscience de cette monstruosité, c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est en train maintenant de grandir. Et alors, combien de malheureux gosses auront été massacrés avant que ça s'arrête, je ne sais pas. Moi, je crois à la résilience. Je pense qu'on peut réparer ces enfants, mais il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté pour le faire. Mais là, si on fait cette émission, c'est justement pour que justement parents, éducateurs puissent vraiment entendre, et même si c'est pas agréable d'entendre, oser voir ce qui se passe. Et oui, on aimerait vivre dans un monde où il n'y a pas ça, ça c'est certain. Mais c'est le cas. En fait, on ne vit pas dans un monde de bisounours, il faut arrêter de... Et le mal existe et il est en marche. Voilà. C'est pas aux enfants d'ouvrir les yeux sur le mal, par contre, c'est aux adultes d'avoir quand même la responsabilité de... Enfin, être adulte, c'est ça, c'est être capable de faire face au mal et de voir les choses, et pas de se dire non, tout le monde est gentil, tout le monde est mignon, tout le monde veut mon bien. Et si on est parents ou éducateurs, ou même... nous, on n'est ni parents, ni mères, mais on se sent quand même concernés vraiment intimement par ce sujet-là. Parce que dans une société, si les adultes ne protègent pas les enfants, c'est fini. Exactement. Donc, si on fait cette émission-là, c'est pas pour guider d'autres enfants et qu'on laisse faire et que ça soit trop tard. Mais c'est à ceux qui entendent. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez entendu Marion Sigaud, elle a écrit un livre, Mensonges et sexologie. Sexologie et mensonge. Sexologie et mensonge. Judith Reisman, Le combat de cette femme. Lisez-le. En plus, moi, je l'ai lu en grande partie. Il est très agréable à lire. Et c'est pas un livre difficile en lecture. On rentre dans un récit, une histoire qui est passionnante. On rigole. Il y a des chansons. Voilà. Donc il est vraiment en plus très agréable en lecture. Il vous apprendra beaucoup de choses. Et ensuite, voyez ce que vous voulez faire à votre enfant, et osez faire des choix, osez en parler autour de vous, même dans les institutions, osez avoir le courage d'être en décalage, et ne croyez pas, parce que du coup, il peut y avoir le côté, en effet, oui, mais voilà. C'est de la prévention. C'est de la prévention, c'est bien, ou du coup, ça veut dire qu'on est... éduquer les enfants à la sexualité pour leur protéger de la sexualité, c'est un oxymore. On ne fait pas des choses comme ça. Si vous voulez protéger vos enfants de la sexualité, vous ne leur en parlez pas et vous les en protégez. Si vous parlez du sexe à un enfant pour le protéger du sexe, c'est n'importe quoi. C'est le protéger contre le fond, lui mettre la main dans le brasier. C'est bon. C'est aussi de dire aux adultes, mais oser ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. Et même si c'était vraiment la prévention. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le fond du problème. C'est que la réalité est tellement atroce c'est tellement atroce que c'en est invraisemblable et on ne voudrait pas passer pour un crétin en croyant des balivernes pareils. Je vais vous raconter un truc. Les premières fois que j'ai commencé, c'était il y a 30 ans, la première fois que j'ai commencé à parler de ces sujets-là, il y a des gens qui sont partis de chez moi en claquant la porte en disant qu'il y en avait marre d'entendre ces conneries. Je me suis fâchée avec des gens comme ça. Donc je sais à quel point c'est dur pour certaines personnes d'entendre certaines choses. Il y a des gens qui m'ont insulté d'oser dire des choses pareilles.
J'ai un jour une copine qui disait, ah mais Marion, avant elle disait, elle était censée, maintenant elle raconte n'importe quoi. Pour elle, tout le monde est pédophile. Moi j'ai dit ça, moi. Pour elle, tout le monde, moi j'ai dit ça. On déforme ce que donnent ce que disent les lanceurs d'alerte pour pas entendre, pour les discréditer. Ce qu'ils ont fait avec Judith. Oui, c'est ce que je voulais dire pour finir, c'est qu'en effet, la campagne de diffamation continue. Et, oui. Et en France, elle va prendre d'autres aspects, d'autres stratégies de marketing. Et ça va être des cathos extrême droite. Nous, clairement, on n'est ni catho ni d'extrême droite, donc on ne peut pas vraiment nous dire ça du tout. Donc c'est juste pour moi un argument, juste pour pas écouter et pas entendre le message. S'il y a un catho qui vous parle de ça, mais pourquoi pas, en fait on s'en fiche. C'est pas le sujet. Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est que cette réalité, il y a tous les faits, etc. Donc osez l'entendre, osez le voir et agissez en conséquence et prenez votre responsabilité. Et c'est pas facile. Non. C'est pas facile. Non. Mais c'est ça d'être adulte aussi. Et si vous avez fait des enfants, ça vaut le coup, peut-être d'avoir des fois, de faire des efforts pour les protéger. Et puis moi, j'en ai pas fait et je persiste à vouloir les protéger. Hein. De toute façon, c'est l'enfant. L'enfance, c'est l'humanité, c'est l'humanité en devenir. Si on ne protège pas les enfants, l'humanité sera perdue. D'ailleurs, moi, j'ai quand même, puis je l'ai su également grâce à Judith, notamment, mais il y a un plan qui a été révélé en 1969 de destruction de l'humanité par la sexualisation des enfants, la banalisation de l'avortement, la promotion de l'homosexualité, la promotion de la pédophilie, la prolifération de maladies nouvelles, la prolifération de faux vaccins, etc. Tout a été écrit en 1969. Une liste est longue comme ça. Tout a été écrit, on détruira l'humanité comme ça. Et quand on aura fait table rase, on recréera quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Le plan, il existe depuis plus longtemps que ça, mais il est connu il a été révélé en 1969. Et tout ça, ça se déroule sous nos yeux. Ça se déroule sous nos yeux. Et on banalisera l'euthanasie, on appellera ça mourir dans la dignité, alors qu'en fait, c'est de se débarrasser des plus faibles. Tout a été écrit. Il y a des gens qui veulent se débarrasser de 90% de la population mondiale. Ils le disent, certains le disent. Oui, ça a été écrit. Le Nouvel Ordre des Barbares, c'est disponible sur le net. Le Nouvel Ordre des Barbares, c'est le docteur Richard Day qui a raconté ça. Et un professeur qui s'appelait Donegan qui a pris des notes. Alors, quand il a fait ce discours, le docteur Richard Day il a fait ça devant un aréopage de gens comme lui, de chercheurs, de biologistes, enfin c'était des universitaires. Et il leur a dit, ne prenez pas de notes, ça serait trop dangereux pour moi. Et il y a un gars, il n'a pas pris de notes, il est rentré chez lui, il a tourné au pot, et il l'a sorti 20 ans après. Donc le plan, c'est un plan de destruction de l'humanité qui existe, qui est paru, qu'on trouve sur la toile sous le titre de Le Nouvel Ordre des Barbares, je crois. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous dites c'est simplement le déroulé de ce plan. Très très exactement. Et la sexualisation des enfants fait partie du plan. Et je pense que c'est important de se rendre compte aujourd'hui que d'avoir conscience de ce plan-là et d'oser voir que ce mal existe, que c'est réel, en fait c'est une force. Et je pense que souvent on a peur de se confronter à ça en disant non, je veux pas avoir peur, je préfère faire comme si de rien n'était. Mais c'est là qu'on est faible quand on ne sait pas en fait. Et la connaissance et la vérité, en fait, d'avoir connaissance de cette vérité, c'est une force. Et je pense que c'est là qu'il y a ce sentiment de révolte, en fait, qu'on se dit, ah, mais il y a ça qui se passe, en fait, je vais pas laisser ça se faire, et c'est là qu'on devient puissant et qu'on peut agir. Je pense que ça, c'est hyper important de se rendre compte de ça, et d'oser ouvrir les yeux, parce que c'est ça qui nous donne de la force, et qu'on peut se lever, et qu'on ait des enfants ou pas, qu'on a juste un cœur, et qu'on se dise, non, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose. C'est plus facile pour moi qui n'ai pas d'enfants. Plus détaché. Oui, parce que les femmes qui ont des enfants, et qui veulent faire ce combat-là, on les leur enlève. Et aucune mère ne peut se laisser enlever ses enfants comme ça. Moi, j'en ai rencontré plein des mamans louves. Je les ai rencontrées. Ce sont des femmes à qui on vient arracher leurs enfants parce qu'elles ont fait un geste d'indépendance vis-à-vis de diktats totalement inadmissibles. C'est effroyable. Si j'avais des enfants, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas mener ce combat parce qu'on me les aurait enlevés. Après, je pense qu'il y a aussi des femmes qui ont des enfants, et on va en interviewer aussi, et qui ont cette force et qui arrivent quand même à les protéger. Je pense que ça donne énormément, ça peut aussi donner énormément de force. Et je pense tu parlais tout à l'heure des miracles qui sont arrivés à Judith Reisman, et moi je pense que quand on a un combat juste à mener et qu'on se donne à fond, on est aussi protégé, on est aussi aidé. Il y a comme une force qui fait que on peut traverser ça, et je pense qu'il faut oui, c'est ça, et aller au-delà de la peur de on va me retirer mes enfants ou autre. Je pense qu'il y a vraiment une puissance dans le je fais ce qui est juste et j'irai au bout,
et on ne prendra pas mes enfants en fait. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui vivent ça et qui osent se lever, et ça c'est aussi moi, j'en connais magnifique. beaucoup à qui on les enlève. C'est des crève-cœurs. Et je connais un monsieur, on lui a enlevé ses 4 garçons. Et il les a retrouvés au bordel. C'est effroyable. C'est effroyable. C'est effroyable ce qui se passe. C'est effroyable ce qui se passe. Oui, on peut appeler vraiment au courage. N'hésitez pas à regarder donc, le livre de Marion qui est dans la barre de la description. Puis c'est aussi bien de soutenir les auteurs indépendants. On le souligne aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre, toi française, avec Judith Reisman? Comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça a donné? Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une grande amitié, entrecoupée énormément d'éclats de rire. C'était un festival de chansons et de rigolades de rencontrer Judith. Non, je vais vous raconter comment je l'ai rencontrée, parce que ça, c'est tellement merveilleux. Judith, elle avait fini par s'agréger avec un certain nombre d'intellectuels, et ils ont fait un livre collectif, et un jour, ils étaient invités à une émission de télévision américaine. Et cette émission a fait tellement de bruit qu'elle a été reprise par un Anglais qui s'appelle Tim Tech, qui a fait un reportage, puis de fil en aiguille, c'est passé sur Internet, puis un jour, je tombe dessus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Mais elle est géniale. Petit bout là, elle monte, elle parle. Je dis, mais elle est géniale, comment elle s'appelle? Où est-ce qu'on la trouve? Reisman, contact. Bonjour madame, je m'appelle Marion Stigou. Paf, elle me répond. Puis c'est tout. Après, elle m'a dit, je viens en Croatie le mois prochain, tu viens? Je lui ai dit, on y va. Et donc toi, tu ne connaissais pas tout ce dont tu nous as parlé là, pendant cette émission? Alors, Kinsey, non. Alors, moi, je m'intéressais déjà à la protection. Et la protection de l'enfance. Moi, je suis tombée sur le réseau abominable des disparus de Lyon. C'est comme ça que j'ai pris conscience. Parce que moi, allez voir les conférences, parce que là, sinon, on est reparti pour 1 heure. Mais allez voir les conférences sur la chaîne YouTube Les disparus de Lyon, c'est Marion autour de ma maison, c'est autour de chez moi. Donc, et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait une internationale. Et cette petite bonne je dis, bonjour madame. Et puis c'est tout, on a commencé à s'écrire et puis on s'est rencontrés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle est venue chez moi. Enfin, j'ai des souvenirs absolument enluminés de ma relation avec elle. Voilà. Et donc c'est grâce à cette amitié. Moi je crois vraiment que l'amitié, justement, là on reparle d'amour qui pour moi est justement la solution peut-être à certains des problèmes de ce monde. L'amitié et l'amour forte, et là c'est une amitié, a fait que du coup les travaux de Judith Reisman qui étaient en anglais, tu as permis notamment à ce qu'elle soit quand même un peu plus connue en France. Elle n'avait jamais été traduite en France, c'est quand même... Attends, et avant que j'arrive, personne n'a jamais traduit en France. Ce qui est incroyable. C'est invraisemblable quand même. Mais donc merci. Attends, je débarque en 2014 avec un livre de Judith Reisman, ça fait 40 ans qu'elle écrit, personne ne l'a traduite en français. Ils n'ont jamais entendu parler d'elle dans leur congrès de sexologie. Et tous les chercheurs en psychologie là, qui ont des chaires à l'université, là, les pédopsychiatres, les machins, ils n'ont jamais entendu parler d'elle? Oh, il a fallu que j'arrive? Non, mais sans blague. Mais donc voilà, un fruit de l'amitié. Quand je te dis qu'est-ce que ça a donné, ça a donné ça, a donné que nous, Françaises, et moi, du coup, je te remercie, j'ai vraiment de la gratitude parce que tout le monde ne lit pas l'anglais, mais du coup, dans nos recherches et dans notre livre, on a pu avoir accès à tout ce matériel. Et là, c'est une émission d'1 heure et c'est déjà long, mais je vous jure que toutes les références qu'elle donne, Judith Reisman et toi, Marion, sur ce sujet sont incroyables. J'invite vraiment les gens à fouiller ce sujet-là. Mais c'est grâce à cette amitié. C'est ouais. Voilà. Du coup, c'est bien. On conclut positivement. Oui. Je disais à Marion, on est sur la chaîne de Hop Hop Hop, il va falloir qu'on rebondisse et qu'on conclue. Alors, traduit en français, Hop Hop Hop. Espoir. Ouais. Il en faut une triple dose. Espoir. Il en faut une triple dose. Et puis, c'est le rebond, quoi. Moi, je suis assez optimiste sur ce qui va se passer. Je sens bien. Quand je fais le bilan entre il y a 30 ans et maintenant, c'est évident qu'on a gagné en conscience collective, on a gagné en volonté collective énormément. On est vraiment sur le bon chemin. Et je pense que c'est des courages. L'inconnu, c'est le temps que ça prendra, c'est tout. Oui. Et je pense que c'est pour ça que nous, on fait ça aussi, parce qu'on n'a pas perdu espoir et en fait, on croit vraiment qu'il y a des gens bien, en fait, qui sont capables de recevoir tout ça et de réveiller leur feu de protection des enfants et dire « Ah non, mais là, moi, je peux faire quelque chose, on peut tous faire quelque chose. » Il y a même des salopards qui peuvent faire amende honorable et se retourner. C'est toujours possible de se retourner. Vraiment. Tout à fait. Ça c'est ma foi profonde, ça. Faut laisser sa chance à tout le monde. Il faut se protéger des salopards, mais on leur tend quand même l'information. Après, ils feront leur révolution ou pas. Tout à fait. C'est pas nous qui décidons.
Merci beaucoup, Marion Sigaud. Merci de m'avoir invitée dans cette belle région. Merci à vous et merci à tous d'avoir écouté cette émission. Et donc, c'était dans le cadre de notre série d'émissions pour la diffusion de notre livre-vue. Donc, il est l'heure de protéger les enfants. Le système éducatif, un TGV qui fonce droit dans l'abîme. Et du cahier qui lui associe, on en a aussi pour les jeunes. Il est l'heure de tracer sa voie hors des sentiers battus. Et donc vous trouverez la description, le lien vers le livre-revue et le cahier en dessous de la vidéo également, avec évidemment tous les liens du travail de Marion Sigaud et de Judith Reisman également en description. Et bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à vous et à bientôt sur la chaîne ou peut-être en réel aussi. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous, mesdames.